On va peut-être commencer le webinaire. Je vais faire une petite introduction, donc ça permettra aux gens de se connecter en cours de route, et puis sinon, ben, ils raccrocheront les wagons. Du coup, moi, je travaille à la FRAPNA Ardèche, qui est une fédération d'associations de protection de la nature en Ardèche. Donc, on regroupe plusieurs associations locales qui sont réparties sur un peu tout le territoire, tout le département de l'Ardèche. Et on a plusieurs missions de préservation de la nature et notamment de préservation des écosystèmes aquatiques. Et dans ce cadre, on voulait faire un webinaire sur l'apron du Rhône parce que c'est une espèce qui est vraiment intéressante, qui est menacée d'extinction et sur lequel il y a des efforts assez importants qui sont réalisés pour sa conservation, qui sont plutôt prometteurs. En tout cas, le conservateur d'espaces naturels nous en parlera un petit peu plus. Voilà, c'est une espèce qu'on appelle parapluie, donc qui est vraiment euh, sensible et qui, si elle est impactée, c'est toutes les espèces qui sont impactées. Donc, c'est vraiment intéressant de regarder d'un peu plus près cette espèce. Et voilà, c'est une espèce aussi qui est représentative un peu des enjeux écologiques du fait de sa sensibilité sur le bassin Rhône en général, mais sur l'Ardèche, le sud Ardèche en particulier. Du coup, pour ce webinaire, on aura plusieurs interventions. Il y aura une intervention du Conservatoire d'espèces naturelles Rhône-Alpes, qui en fait anime un plan d'action, un plan national d'action en faveur de l'apron du Rhône, qui s'étale sur 3 régions, donc c'est un territoire assez vaste et dont l'objectif est la conservation de l'espèce, mais aussi la reconquête du fleuve Rhône, notamment. On aura une présentation de la Fédération de pêche de l'Ardèche qui a réalisé une étude sur les habitats préférentiels de l'apron. Donc c'est intéressant parce que ça permet de mieux connaître l'espèce et donc de mieux cibler les actions de préservation. On aura aussi une présentation de l'EPTB Ardèche, qui est le gestionnaire des rivières euh, donc de l'Ardèche et de ses affluents, donc globalement du sud Ardèche, qui met en œuvre des actions qui sont favorables aux écosystèmes aquatiques dans leur ensemble, et donc pour l'apron en particulier. Donc, ils nous présenteront les actions qu'ils réalisent ou qu'ils vont réaliser qui seront favorables à l'espèce. Et ensuite, on aura une présentation de la FRAPNA sur les actions de sensibilisation qui sont réalisées pour permettre au grand public de mieux comprendre les enjeux et aussi de faire accepter plus facilement les projets de restauration. Du coup, avant de passer la parole à Jordi du Conservatoire d'espaces naturels, je vais vous rappeler les règles des webinaires. Donc, éteindre le micro quand on ne parle pas. Pour les questions, les mettre dans le chat. Donc, c'est en bas, il y a un onglet discussion. Quand on clique dessus, il y a un chat qui s'ouvre sur la droite. Donc là, vous pouvez écrire vos questions et on les reprendra après les présentations. Et si elles sont globales, on prendra un temps à la fin de toutes les présentations pour continuer à répondre aux questions. Voilà, le webinaire est enregistré. Comme vous avez eu normalement un petit message pour accepter l'enregistrement. S'il y a des gens qui veulent être coupés, si jamais du webinaire, il ne faut pas hésiter à nous le dire. Et nous, on coupera l'intervention si jamais il y en a eu une. Voilà. Eh bien, Jordi, je te laisse la parole. Bonjour à tous, donc je me présente, Jordi Gilles. Alors excusez-moi, je vais partager mon écran. Je me présente, je suis chargé de projet au Conservatoire des espaces naturels Rhône-Alpes et plus précisément sur le plan national d'action en faveur de l'apprenti du Rhône.
Est-ce que vous voyez tous l'écran partagé? Ok. Alors aujourd'hui, l'objectif de ma présentation, ça va être de faire connaissance ou mieux faire connaissance avec l'apprend du Rhône et de faire connaissance avec les actions et les moyens mis en œuvre dans sa conservation. Donc on va passer directement dans le vif du sujet en se demandant à quoi il ressemble cet apron. Alors c'est un petit poisson qui dépasse rarement les 20 cm. 20 cm, c'est déjà un gros individu. C'est un poisson avec un corps élancé, une coloration, comme on peut le voir sur les photos à droite, qui va du brun jaunâtre au gris clair. Il est identifiable avec ses 3 ou 4 bandes noires présentes sur son abdomen et son museau arrondi avec une bouche en position infère. Infère, ça veut dire que la bouche est dirigée vers le bas, vers le fond de la rivière. Je rajouterai à cette description physique, anatomique, le fait que c'est un poisson qui a une faible longévité. La majeure partie des individus vont vivre 3 à 4 ans. Donc ce petit poisson est un poisson discret, peu de gens l'ont vu, et pour cause, déjà c'est un poisson solitaire, c'est-à-dire qu'on ne verra jamais de bancs d'apron, comme on voit des bancs d'ablettes, des bancs de gardons ou des bancs de chevennes. C'est une espèce qui a une faible densité naturelle. On pourrait dire qu'il est naturellement rare. Pour vous donner un ordre d'idée, avoir 10 aprons sur 100 mètres de rivière, on considère que c'est déjà pas mal. Et enfin, autre difficulté pour le voir, c'est un poisson qui est principalement nocturne pour ses activités, notamment pour son alimentation. Ce petit poisson est également menacé, très menacé. C'est une espèce déjà qui est endémique du bassin du Rhône. Donc, ça veut dire qu'à l'échelle de la planète, on va le retrouver qu'à un seul endroit, c'est dans le bassin du Rhône. C'est une des espèces les plus menacées de France. En conséquence, il est protégé au niveau international, européen et national. Après ces descriptions, on va s'intéresser à ses besoins en termes d'habitat. Alors, cette diapositive est très importante parce qu'il y a plusieurs choses qui apparaissent là-dedans dont on reparlera au fur et à mesure de la présentation. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour qu'une rivière abrite des aprons, il faut qu'elle présente quelques caractéristiques. Alors, il faut qu'elle ait une rivière à fond mixte de gravier, galets, blocs. Il est présent dans les rivières qui présentent une relativement bonne qualité d'eau. Et il est présent dans les rivières qui présentent encore des alternances de zones de courant, généralement de plus faible profondeur, et des zones plus calmes, généralement plus profondes. Alors, ces caractéristiques, ce sont des exigences écologiques, c'est-à-dire que ce sont des critères essentiels pour que l'apron puisse occuper la rivière. Après s'être intéressé à l'habitat, on va passer à son régime alimentaire et on va se demander qu'est-ce qu'il mange cet apron. Il mange des larves aquatiques qui vivent au fond de la rivière ou à proximité du fond. Je vous ai mis quelques exemples là sur les photos. Par exemple, pour l'anecdote, les deux d'en haut, ce sont des éphémères, la famille des éphémères. Au stade adulte, ça donne des insectes volants qu'on connaît plus sous le nom de mouches de mai, généralement. Donc, ces larves aquatiques, où est-ce qu'il va les trouver? Ces larves, elles vont toutes habiter au même endroit et elles vont habiter des zones qui présentent une vitesse de courant importante avec un fond de galets ou de blocs et des fonds faiblement colmatés. On pourrait dire des fonds propres, c'est-à-dire des fonds avec peu de développement algal et peu de vases ou de matière fine. Enfin, une étude récente nous a montré que l'apron faisait évoluer son régime alimentaire en fonction des saisons et en fonction des espèces présentes et de leur abondance. Avant de passer à la diapositive suivante, je voudrais juste revenir sur les exigences écologiques dont on parlait tout à l'heure. On disait que l'apron avait besoin de rivières avec des fonds de galets et de blocs, il avait besoin de zones plus rapides et de faible profondeur. Là, on a un exemple, c'est exactement sur ces zones qu'il va se nourrir. Sans ces zones, il ne peut pas trouver sa nourriture. On continue à faire connaissance avec l'apron. On va maintenant s'intéresser à sa reproduction. Alors, d'abord, je dirais que
on a vu que l'apron, il vit à peu près 3 ou 4 ans et il va se reproduire à partir de 2-3 ans à peu près. Un apron, on estime qu'il va avoir 2 reproductions maximum dans sa vie. Sa reproduction, a lieu entre février et avril. Et elle a lieu la nuit. Là, la femelle va déposer ses yeux sur des graviers galets décolmatés, encore une fois des fonds propres. Là encore, exigence écologique. La femelle va déposer un nombre d'œufs qui est relativement faible. C'est une stratégie qu'on va dire qualitative. Elle va faire un nombre d'œufs peu important, mais des œufs relativement gros, c'est-à-dire avec pas mal d'énergie à l'intérieur. Cette stratégie, elle est aussi à double tranchant. Par exemple, sur les périodes de mars, avril, on peut avoir des épisodes torrentiels, notamment en Ardèche. Et avec un faible nombre d'œufs, on augmente la probabilité que ces œufs soient arrachés, arasés, et de perdre toute la reproduction de l'année. Lors de la période de reproduction, on va pouvoir observer des regroupements de géniteurs sur les radiers, ces zones courantes et de faible profondeur. Ça va être les seuls moments de l'année où on va voir des aprons se regrouper. À savoir que la fraie en elle-même, l'acte de reproduction, n'a jamais été observé dans la nature, et nos connaissances viennent grandement de la citadelle de Besançon, qui a depuis des années maîtrisé la reproduction artificielle. Je vais vous proposer quelques photos issues de la citadelle de Besançon pour illustrer tout ça. Là, vous avez des frayères artificielles, c'est-à-dire 2 bacs de galets dans lesquels les aprons vont se reproduire. Je ne sais pas si vous voyez sur le bac du fond, au niveau de la petite boule rouge, vous voyez des petits points blancs brillants. Ce sont les yeux des aprons qui brillent quand on les éclaire. On pourrait y revenir. C'est comme ça qu'on va les chercher la nuit aussi quand on fait des prospections. Sur cette image, la numéro 2, vous avez une femelle et un mâle. La femelle est en haut, le mâle est en bas. Comme dans beaucoup d'espèces de poissons, la femelle est plus grande que le mâle. Là, on voit aussi qu'elle est plus grosse parce qu'elle a encore le ventre plein d'ovocytes. La photo est juste avant la ponte. Enfin, une série de photos qui vous montre le développement embryo-larvaire de l'apron, c'est-à-dire le développement depuis le stade œuf jusqu'à l'alevin. Sur les 2 premières photos, vous voyez que les œufs sont bien collés sur le substrat. C'est comme ça qu'ils sont déposés au fond de la rivière. Sur la photo numéro 5, vous voyez le stade œillet. Pourquoi stade œillet ? Si vous regardez bien l'œuf, au centre et en haut, vous avez un point noir. Ce point noir, c'est tout simplement l'œil de la larve d'apron qui est à l'intérieur. Ce stade œillet chez l'apron apparaît au bout d'à peu près 10 jours. Enfin, sur les photos 6, 7, 8, 9, vous avez le développement de l'alevin de 3 jours à 25 jours. On considère qu'à peu près 30 jours, l'alevin ressemble quasiment parfaitement à un individu adulte. Alors maintenant qu'on connaît un peu mieux, qu'on sait ce dont il a besoin pour vivre, pour se nourrir, pour se reproduire, on va faire un point sur sa répartition. Ça, c'est sa répartition en 1900. Il est présent sur quasiment tout le bassin du Rhône, sur notamment, on remarque les grands fleuves, le Rhône, la Saône, sur les rivières comme le Loup, la Doue, sur l'Isère jusqu'en amont de Grenoble, sur toute la Durance, et sur quasiment tous les affluents directs du Rhône. En 1984, on observe qu'il a quasiment disparu du Rhône, il a disparu de la Saône. Il reste des populations dans l'Ain, sur la Doue, sur l'Ardèche, sur la Durance. Enfin, à l'heure actuelle, il a complètement disparu du Rhône et de la Saône, il a disparu de la rivière d'Ain, et restent les populations du bassin de l'Ardèche, du bassin de la Durance, du Verdon, de la Loue, du Doubs, et il est également présent sur la Drôme grâce à une stratégie de réintroduction qui s'est terminée il y a maintenant 3 ans. Entre 1900 et 1984, on a donc perdu plus de 80% de son linéaire de présence. Donc la question qu'on s'est posée, c'est pourquoi ? Pourquoi cette disparition ? On a déjà une petite idée avec ce qu'on a vu avant. C'est une espèce qui est très exigeante concernant son habitat. Et donc, quand on va perturber son habitat, quand on va l'altérer, on va entamer son déclin.
Donc, on va voir rapidement quelques menaces principales qui pèsent sur l'aplomb, au vu de ce qu'on a déjà vu. La première, c'est la perte de la dynamique fluviale naturelle. Vous voyez par exemple sur les photos, à gauche, une rivière endiguée, à droite, une rivière avec encore une certaine dynamique naturelle. À gauche, vous voyez une espèce de canal. Il n'y a plus du tout d'alternance de faciès, il n'y a plus du tout de zone rapide, de zone lente, d'habitat diversifié. Alors qu'à droite, vous avez encore des alternances de fosses, de rapides et une dynamique sédimentaire. Ensuite, les entraves à la continuité écologique et sédimentaire. En haut, vous avez l'exemple d'un seuil en rivière, un seuil qui va empêcher les aprons de circuler librement, qui va fragmenter les populations. La conséquence de la fragmentation des populations, ça va être une perte de la diversité génétique et donc une perte de la capacité d'adaptation des populations, qui vont entraîner soit une diminution, soit un déclin. Les seuils entravent aussi la continuité sédimentaire, on y pense parfois moins souvent, mais à l'amont de ces seuils vont être bloqués tous les sédiments, tous les galets, tous les graviers, tous les blocs, qui donc vont manquer à l'aval de ce seuil. Et on va se retrouver, comme on le voit sur la photo du bas, avec un secteur où on n'a que des dalles, plus de gravier, plus de galets, plus de blocs. Et sans galets, sans blocs, sans gravier, l'apron ne peut pas vivre, il ne peut pas se nourrir, et il ne peut pas se reproduire. Ensuite, on a les dégradations du milieu, je veux dire au sens large. Par exemple, en haut, il y a une photo d'un étiage très sévère sur l'Ardèche. Donc, le réchauffement climatique, les sécheresses, les étiages de plus en plus sévères. Quand on a moins d'eau, l'eau va se réchauffer, on va avoir un plus gros développement d'algues, ça va colmater le fond. Quand on a moins d'eau, on exacerbe aussi les effets des pompages agricoles, on exacerbe les effets des rejets, des pollutions. Un autre exemple pour l'apron, c'est sur des secteurs très fréquentés par les baigneurs. On peut se retrouver avec des modifications du lit. Ici, par exemple, la fabrication de barrages qui modifie le lit, qui va empêcher les aprons de circuler librement, et aussi une activité de baignade qui va retourner le fond de la rivière pendant toute la période estivale. Enfin, dans les menaces, la méconnaissance de l'espèce, que ce soit pour le grand public ou pour les pouvoirs publics surtout. La méconnaissance, quand on ne connaît pas une espèce, on a du mal à la prendre en compte, à la protéger. Ce qui est important de retenir sur cette diapositive, c'est que l'apron, c'est une espèce sentinelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sa présence, son absence et fluctuations démographiques rendent compte de l'évolution d'un milieu. Autrement dit, l'apron a des exigences écologiques très élevées. Donc, quand le milieu va commencer à se dégrader, la première espèce impactée, ça sera lui. On va maintenant regarder ce qui se fait du côté de la conservation. Qu'est-ce qu'on fait pour conserver l'apron? La mobilisation existe depuis 1998, au travers d'abord 2 programmes européens, 2 programmes LIFE, et de 2 programmes nationaux, les plans nationaux d'action. Le premier s'est déroulé entre 2012 et 2016. Le deuxième se déroule actuellement entre 2020 et 2030. Alors, c'est quoi un plan national d'action? C'est un outil de mobilisation qui sert donc à mobiliser différents acteurs sur un délai de 5 à 10 ans en faveur d'une espèce. Quand on parle des acteurs, ça va être plusieurs types d'acteurs. Ça va être des acteurs institutionnels. Nos acteurs constitutionnels vont être les DREAL, les régions, les départements. On va avoir académiques, des universités, mais aussi des entreprises privées, des associations. C'est un plan qui est piloté par l'État et, comme son nom l'indique, qui vise la mise en œuvre d'un plan d'actions qui ont été validés au préalable par l'État pour la conservation d'une espèce. À quelles espèces s'adresse-t-il? Aux espèces qui sont considérées par l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, comme menacées, c'est-à-dire aux espèces qui ont un statut vulnérable, en danger d'extinction ou en danger critique d'extinction. Donc, le PNA2, sur lequel nous sommes actuellement, s'articule autour de 3 grands axes. Un axe assez appliqué qui concerne la mise en œuvre d'une gestion des cours d'eau adaptée à l'apron pour son maintien et son extension. Un axe qui concerne plus la connaissance, qui
qui est poursuivre les recherches sur son cycle biologique. Pourquoi faire? Toujours pour améliorer dans le futur la gestion des cours d'eau. Sans le connaître, on ne pourra pas le protéger. Et enfin, un troisième axe qui touche à la communication, qui est de faire connaître l'apron et de faire en sorte qu'il soit pris en compte dans les politiques publiques. Et comment on arrive à ça? On a une liste de 20 actions à mettre en œuvre entre 2020 et 2030. Une dernière diapositive sur le plan national d'action. Donc, comme tous les autres plans nationaux, il est piloté par l'État, par l'intermédiaire des DREAL. Il est animé par le Conservatoire d'espaces naturels Rhône-Alpes, c'est-à-dire que c'est le Conservatoire d'espaces naturels Rhône-Alpes qui assure la mise en œuvre de ce plan d'action, de ces 20 actions. Et ces actions, elles sont certaines portées par le Conservatoire, mais pour beaucoup, portées par les différents partenaires du réseau Apron. Donc, on va donner quelques exemples pour illustrer. Par exemple, chaque année, on fait des prospections Apron. On va se promener la nuit avec des lampes pour les compter, pour savoir comment se portent les populations. Est-ce qu'il est encore présent sur une rivière? Est-ce qu'il est présent sur de nouveaux secteurs? Généralement, ces prospections sont portées par l'OFB, éventuellement par le Conservatoire d'espace naturel Rhône-Alpes, ou encore d'autres structures, comme par exemple des syndicats mixtes. On a des actions concernant la restauration de la continuité. Un acteur local en Ardèche, l'acteur local principal en Ardèche, c'est le PTB Ardèche. Les actions de communication auprès du grand public, auprès des vacanciers, sont aussi menées par le PTB Ardèche pour ce qui est du bassin de l'Ardèche. De l'autre côté du Rhône, dans la Drôme, ça va être la communauté de communes Val de Drôme. On a aussi d'autres partenaires en PACA, comme le PNR Verdon. Et enfin, on a des études qui touchent donc plus aux connaissances, et une qui vous sera présentée juste après, celle sur l'étude des préférences d'habitat, qui a été portée par l'INRAE l'année dernière, en collaboration avec la Fédération de pêche de l'Ardèche. Donc, ce qu'il y a à retenir, c'est que le plan national d'action œuvre avec un réseau de partenaires large à la conservation de l'apron. Je vous remercie. J'arrive à la fin de la présentation. Et donc, je ne sais pas s'il y a des questions à la suite ou pas. Merci beaucoup, Jordi. Oui, il y a eu des questions. Il y a eu notamment une question sur la pollution de l'eau, qui n'était pas citée comme une menace. Est-ce que ça fait partie de la dégradation des milieux en général, ou alors que c'est pas une menace principale pour la peau? Ici, pour moi, ça faisait partie, quand je parlais de dégradation de milieu, effectivement, au sens large, les pollutions en font partie. L'apron est présent dans des rivières qui ont plutôt une eau de bonne qualité, mais c'est surtout et avant tout un marqueur de l'habitat physique des rivières. Quel est l'état des populations des affluents qui sont du coup en blanc en 2020? À l'heure actuelle? Ouais. Ok, on a des populations. Alors, il faut toujours se méfier avec l'apron parce que, comme on l'a dit, c'est une espèce qui est quand même vulnérable, qui vit pas longtemps, qui se reproduit qu'une ou deux fois. Donc, on peut avoir des très grosses fluctuations naturelles. Mais pour l'instant, on a les populations du bassin de l'Ardèche, de la Durance, qui ont l'air de se maintenir en fait depuis plusieurs années. Il faut rester vigilant, mais en tout cas, c'est celle qui se porte le mieux. Pour ce qui est de la population de la Drôme, là où on voit une bonne partie, la plus grande partie, alors je ne sais pas comment vous expliquer, c'est... vous voyez mon curseur ou pas? Oui. Pas du tout. Ouais, donc la Drôme est ici. Les individus sont issus d'une réintroduction qui s'est terminée en 2018. Et là, l'année prochaine, on va devoir évaluer cette stratégie de réintroduction. Donc, on en saura plus. Pour l'instant, on ne peut pas valider le fait que ce soit une population pérenne. Et ensuite, on a la population de la Loue, ici, et du Doubs, de la boucle du Doubs ici. Sur la boucle du Doubs, ça faisait quelque temps qu'on n'avait pas vu d'apron. Là, il y en a un qui vient d'être vu cet automne,
mais c'est assez compliqué, on est assez pessimiste. Et sur la population de la Loue, on n'a pas encore eu les résultats 2021, mais là aussi, les populations auraient tendance à être un peu à la baisse, plutôt à la baisse. Donc voilà, un peu les points d'inquiétude. Et pour faire un point plus localement, sur l'Ardèche, il est présent depuis la Val des Gorges, à peu près secteur La Piboulette, jusqu'au Pont du Sel à peu près, ça fait un peu plus de 70 km. Le Chassezac de la Confluence jusqu'à Chambonnas, donc ça fait à peu près 25 km. Et sur la Baume, de la Confluence jusqu'au Seuil de Rosière, donc là à peu près 13 km. Et sur l'Ardèche, quelques inquiétudes sur les parties aval où on observe une légère diminution depuis quelques années. Ok. On a eu d'autres questions pendant que tu parlais de la répartition. Une question sur les maladies. Est-ce qu'il y a des maladies qui affectent particulièrement l'apron? Alors, pas à notre connaissance. On s'est renseigné, inquiété, parce qu'il y a un parasite qui touche les percidés, donc fait partie de l'apron sur le Doubs et la Loue notamment. Mais de nos partenaires locaux, on n'a pas eu de retour inquiétant sur le sujet. Ok. Ensuite, on en a deux autres et puis on passera à la présentation d'après. Là, c'est juste un complément d'information. Euh, des informations par rapport à la Loue. La pêche de comptage menée par l'OFB cette année a été catastrophique pour l'apron. On est passé de 250 individus à 25 au même endroit il y a 5 ans. Il y a 5 ans. Euh, est-ce que tu as les chiffres officiels de l'OFB? On n'a pas encore eu les rendus officiels, en tout cas. Ok. Et ensuite, est-ce que l'apron est une proie pour d'autres espèces carnivores? Alors, probablement, on s'est posé la question. Probablement qu'il doit pouvoir servir de nourriture à un poisson carnassier, éventuellement un oiseau ou un mammifère aquatique. Mais ça serait intéressant d'en savoir plus. Mais pour l'instant, nos efforts ne vont pas dans ce sens de connaissance parce que on a de bonnes raisons de croire qu'il y a beaucoup, beaucoup d'autres facteurs qui causent sa disparition ou qui le menacent que des prédateurs naturels. La question, elle était posée dans le cadre du changement de spectre des espèces vis-à-vis du changement climatique. Oui, oui, oui. Bah, dans ces cas-là, on se pose forcément des questions sur certains secteurs, hein, on peut imaginer plein de choses. On peut imaginer le silure notamment. On peut imaginer des écrevisses. On peut imaginer ce genre de choses. Mais pour l'instant, on n'en sait pas beaucoup plus. Et il y a une action dans ce sens-là dans le PNA qui devrait normalement voir jour d'ici 2030. Ok, bon bah voilà, je pense avoir fait le tour des questions. Là, il y en a une autre, mais on y reviendra à la fin de la fin des présentations. Du coup, Élise, pour la Fédération de pêche, si tu veux bien prendre la suite. Oui, bonjour. Du coup, c'est bon, vous m'entendez? Oui. Je vais faire mon partage d'écran. Donc, je me présente, Élise Télémac, je suis chargée de mission à la Fédération de pêche de l'Ardèche. Je vais vous présenter une action qu'on a réalisée en 2020-2021 pour déterminer les préférences d'habitat de l'apron, puisque comme vous l'a dit Jordi, les caractéristiques de l'habitat sont un facteur assez déterminant pour l'apron. J'ai mis cette photo en présentation, pas pour rien, et on y reviendra dans la suite du déroulé. Voilà, sur le substrat, les substrats qu'il affectionne. Donc, c'est une fiche action qui fait partie des 20 fiches actions du PNA Apron, qu'on a réalisé donc en collaboration avec l'INRAE.
et avec le soutien technique du conservatoire, bien sûr, et les soutiens financiers de l'agence, de la région et de la Fédération nationale de la pêche. L'objectif de cette action, c'était de mieux connaître les caractéristiques d'habitat de l'apron en termes d'auteur d'eau, de vitesse d'écoulement de l'eau à l'endroit où il se trouve et de caractérisation du substrat. L'objectif pour nous, c'était d'évaluer ça à différents stades de vie, donc que ce soit pour les adultes ou les juvéniles. Ces données devaient nous permettre de construire des modèles d'habitat. Donc ça, c'était le rôle après de l'INRAE, puisque c'est la construction de modèles mathématiques. Donc pour tester cette méthode, l'idée c'était de créer déjà un premier jeu de référence sur l'Ardèche et la Beaume, puisque c'était là qu'on avait le plus de chances d'en trouver, nous, localement. Et l'objectif, par contre, pour établir un modèle mathématique, c'était de pouvoir obtenir 1000 individus. Donc on ne partait pas forcément très positif là-dessus, parce que comme vous l'a dit Jordi, c'est pas forcément évident en fonction des années, et puis globalement, c'est pas des densités, l'apron il n'est pas présent en densité très importante. Donc on a fait 5 stations de prospection, 3 sur l'Ardèche et 2 sur la Beaume. Voilà, avec des secteurs et des zones où les densités étaient plus ou moins importantes, hein, puisque là, par exemple, on a dû parcourir de longs linéaires pour en trouver. Donc, la méthodologie, c'est effectivement des opérations nocturnes, puisqu'on repère les aprons à la lampe frontale grâce à leurs yeux qui scintillent. On était 2 équipes. Une équipe à la pêche. Alors oui, une précision, c'est la pêche électrique, mais c'est non létal. C'est juste un moment où le poisson est tétanisé et ça nous permet de le récupérer avec l'épuisette que vous voyez sur la première photo. Donc là, ça nécessite effectivement donc une personne à l'anode et puis une personne à l'épuisette qui qui dépose une balise. C'est ce qu'on voit sur la deuxième photo, avec un plomb à l'endroit exact où a été pêché l'apron. Il mesure l'apron. Et ensuite, la deuxième équipe relève à la fois les coordonnées exactes de la balise, donc de l'apron, la température, les vitesses d'écoulement, les hauteurs et le substrat, la caractérisation du substrat. Donc, par contre, les vitesses d'écoulement, c'est à 3 hauteurs et ça se fait grâce à l'outil qu'on a ici, qui est un matériel vraiment très spécifique. Ici, c'est une sonde de vitesse et en fait, le modèle fait que ces mesures de vitesse, elles sont faites à 3 hauteurs différentes, à 20%, 40% et 80% de la ligne d'eau, la hauteur de la ligne. Donc, nos résultats, c'était 10 nuits de prospection en fin d'été 2020. Et en fait, on a eu une énorme surprise, c'est qu'on a obtenu vraiment pas mal d'individus, puisqu'on en a eu plus de 1000, et notamment au niveau des juvéniles. Donc, vous voyez que là, on a eu essentiellement des jeunes de 70-80 mm de long. Et ça c'est à peu près un peu plus de 1000 individus. Et par contre, pour les adultes, les 1+, là, on a eu un peu moins de 200 individus. Donc, toutes ces données là qu'on a collectées pendant 10 jours, ensuite, elles ont été moulinées
par des chercheurs de l'INRAE qui travaillent qui sont mathématiciens en fait, et qui développent des modèles. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que là, c'est la partie un peu plus scientifique qui commence. Mais en gros, avec le relevé, ce que je vous expliquais tout à l'heure, le relevé des vitesses et des hauteurs d'eau, ça permet de construire une hydrosignature du cours d'eau ou du tronçon étudié. Par exemple, ici, on peut voir que la majorité de ce cours d'eau, enfin de ce tronçon en tout cas, et c'est un radier, puisque les surfaces, enfin les données en tout cas, majoritaires sont sur ce secteur-là. Il développe aussi des modèles habitat poisson, donc en fonction des espèces. Donc ça, c'est ce petit graphe ici. Là, c'est pour le barbeau, par exemple. C'est en fonction de la taille de l'espèce, de l'individu, voir comment il évolue dans la masse d'eau, en fait. Et pour l'apron, ils ont donc réussi, à partir des données qu'on avait collectées, réussi à modéliser la trajectoire de l'apron. Donc là, c'est quand on teste le lien entre la présence de l'apron et les paramètres hauteur et vitesse. Et en fait, ils ont été vraiment stupéfaits de la robustesse des données qu'on avait réussi à collecter. Donc, il y a vraiment une tendance qui s'est affichée très nettement. Et la tendance, c'est que les juvéniles, ils vont chercher de moins en moins profond et de plus en plus rapide. Donc, l'hypothèse qui a été formulée, c'est qu'en fait, ils allaient sur les radiers donc, pour manger la dérive. Donc, la dérive, c'est, comme disait, c'est les macro-invertébrés que vous a présenté Jordi, qui sur les radiers, les zones de courant fortes sont un peu plus instables et donc dérivent. Au contraire du juvénile, donc, qui sa trajectoire est en bleu, l'adulte, lui, il ne réagit pas de la même manière, puisque plus il grossit, plus il retourne vers des secteurs où la vitesse diminue et la profondeur augmente. Alors, à ceci près, au détail près que voilà, on a eu 200 un peu moins de 200 individus, donc c'est difficile d'établir un modèle fiable pour les adultes, mais voilà, c'est une tendance. Et quand on calque cette trajectoire sur l'hydrosignature, donc on voit la trajectoire, c'est les points noirs. En fait, on se rend compte que l'apron, il utilise vraiment toutes les potentialités du milieu. Voilà, sa trajectoire, elle est calquée avec l'hydrosignature du lieu où il se trouve. Enfin, on a testé le lien avec le substrat. Et c'est là où je voulais revenir à la première image. C'est qu'en fait, on se rend compte que les juvéniles, alors il n'y a pas tellement de critères déterminants. Ah oui, on a fait, pour vous préciser, on a relevé le substrat dominant, substrat accessoire, et le substrat le plus gros à proximité de l'apron. Et en fait, le substrat dominant, c'est pas vraiment... Bon, on voit quand même qu'il préfère les cailloux grossiers. Alors là, ça va, pour préciser, ça va de l'argile jusqu'à la dalle, en passant par le sable fin, sable grossier, gravier fin, gravier grossier, caillou fin, caillou grossier, pierre fine, pierre grossière. Ça, c'est une nomenclature qui est utilisée par l'OFB pour déterminer la taille du substrat. Bon, alors l'apron juvénile, il affectionne un peu particulièrement le caillou grossier, mais bon,
on voit que ce n'est pas non plus ultra discriminant. Alors que là, par contre, on se rend compte que dès qu'il y a une pierre fine à proximité, voilà, on retrouve souvent les aprons à côté des pierres, les juvéniles à côté de la taille pierre fine. Pour les adultes, c'est aussi très déterminant le substrat le plus gros, mais par contre, on décale une classe puisqu'on passe à pierre grossière. Donc voilà, au fur et à mesure que la taille de l'apron augmente, la taille du substrat préférentiel, entre guillemets, augmente aussi. En fait, c'est un peu logique, il essaye de trouver une cache un peu plus adaptée à sa taille, quoi. Là, la seule nuance à ces résultats, c'est qu'ils traduisent des préférences d'habitat nocturnes, puisque c'est à ce moment-là qu'on a fait les relevés et qu'on ne sait pas vraiment, enfin moi personnellement, je ne sais pas vraiment ce qui se passe la journée pour l'apron. Voilà. Et voilà quelques images. Par exemple, là, voilà, on peut voir, même si en dominant, bon là, je ne peux pas vous dire, parce qu'on n'a pas l'échelle, mais on peut voir quand même que même si le dominant est, disons, de la pierre fine, il y a quand même une pierre grossière à proximité pour lui assurer une cache. Voilà. Merci Élise. Ok. Alors, il y a une question sur la largeur du cours d'eau. Est-ce que ça influence la présence de l'apron? Alors, si d'autres veulent participer, je pense à Hervé ou Élise, pas de problème. Mais en fait, plus que la largeur, ça va être la dynamique de la rivière, parce qu'on l'a vu avant, il était présent sur des cours d'eau comme le Rhône, et comme sur des cours d'eau comme la Drôme, comme la Lanterne plus haut, comme l'Eyrieux. Donc c'est plus l'habitat disponible qui est limitant. Le fait est que ces grosses rivières, elles ont été souvent endiguées, canalisées avant les autres pour l'hydroélectricité, pour le transport fluvial. Donc c'est pour ça qu'il a disparu, je pense, en premier lieu de ces cours d'eau-là. Et puis s'il aime qu'il y ait des pierres fines à proximité, et puis des cailloux grossiers, ça exclut un certain nombre de rivières où la vitesse est trop importante et la pente est trop importante. Oui, tout à fait. Après, sur le haut des bassins, effectivement, sur la tête de bassin. Ensuite, à l'aval des grosses pierres, il y a une zone à basse vitesse en recirculation. A-t-on regardé plus en détail ces questions? Je ne suis pas sûre de comprendre. Ouais, je pense que, en fait, c'est de savoir si l'apron, il est dans la zone un peu de contre-remous, quoi, enfin derrière l'obstacle. Je crois pas. Enfin, en tout cas, dans nos observations, nous, il n'était pas forcément caché derrière l'obstacle par rapport au sens du courant. C'était pas un critère. Après, voilà, c'était juste des observations une fois, donc je ne sais pas. Ça rejoint la question suivante. C'est est-ce que ça serait intéressant de refaire à différentes temporalités pour avoir plusieurs régimes d'écoulement de la rivière? On s'est un peu posé la question à la fin de l'étude avec le Seine, à savoir les suites à donner. Après, enfin, tout peut être intéressant. Après, c'est des moyens qu'on a pour continuer à chercher, quoi. Mm. Et puis ce qu'on peut en faire, et puis ce qu'on peut en faire après. Oui, tout à fait. Ouais. Puis plus, on pourrait rajouter aussi la faisabilité technique. Ça dépend de ce qu'on entend comme régime hydrologique, mais ça peut être aussi compliqué des fois d'aller pêcher au cœur des informations.
Alors, il y a une autre question. Est-ce que les adultes et les juvéniles cohabitent-ils dans une même zone? Alors, ils peuvent cohabiter, mais quand même, on a vu que c'est pas les mêmes zones préférentielles, là, justement. Euh, En fait, les juvéniles, ils sont plutôt dans les zones de radier, donc on suppose pour manger, Du alors coup, que radier précise peut-être radier. eh ben, c'est les zones d'accélération du courant quand il y a une petite déclivité. Euh, voilà, je sais pas. Oui, si, c'est des vitesses rapides et peu profondes Ah souvent. oui, c'était dans ce sens-là. D'accord. Oui, c'est ça. C'est ce que je disais, ouais, vitesse rapide et faible hauteur. Et après, par contre, les adultes, voilà, on les a retrouvés dans des zones un peu plus profondes et moins rapides, un peu plus en mode, ils attendent de voir ce qui se passe, quoi. Mais voilà, avec la nuance que j'apportais, qui est que on n'a pas pu, à la fois, on n'a pas pu prospecter des zones très profondes, parce qu'au-delà de 1,20 m, on ne peut plus faire de pêche électrique, c'est trop dangereux. Et puis, voilà, après on prend l'eau. Et puis, voilà, qu'avec nos 150, 170 individus, là, on ne peut pas tirer de conclusion sur ces préférences, mais en tout cas, on a vu qu'ils n'étaient pas tout à fait sur les mêmes. Pourtant, ils sont sur les mêmes stations, hein, on est d'accord que c'est sur les mêmes stations, mais pas Ok. tout à fait au même endroit. Eh ben, on a fait le tour des questions. Donc, ben, je donne la suite à Hervé de l'EPTB. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Parfait. Bon, donc, du coup, je commence. Enchanté, Hervé Demange, donc à l'EPTB Ardèche. Je suis responsable du service rivière et je m'en vais vous parler de la contribution de l'EPTB justement à la reconquête du milieu de vie d'une espèce endémique qui est l'apron, donc comme ça a été vu par les différents intervenants, endémique du bassin du Rhône et protégé et sauvegardé et à sauvegarder. Du coup, pour revenir rapidement sur l'EPTB Ardèche, si ça veut bien avancer, voilà. Qu'est-ce que le PTB Ardèche? La fusion de 3 syndicats de rivière, ex-syndicat de rivière Chasse-Zac, ex-syndicat de rivière Baume-Droby et ex-syndicat de rivière Ardèche-Claire, donc sur un bassin versant de 150 communes, 11 communautés de communes, sur pas moins de 2400 km² de territoire et 1000 m², 1000 km de rivière pour ce qui concerne les grands axes en particulier. Si on comptait tout le petit chevelu, ce serait sans doute bien plus important. Donc, vous l'avez vu dans les diaporamas précédents, c'est quand même sur ce territoire que se concentre une majorité, on va dire, de la population d'Apron. Donc, c'est pour ça qu'aussi on intervient à ce sujet dans le cadre de nos missions. Qu'en est-il de nos missions? Donc, l'entretien des rivières, d'une part, pour favoriser la biodiversité, lutter contre les inondations et aussi permettre la conciliation des usages. La mise en valeur de la biodiversité remarquable sur l'ensemble de notre territoire et en particulier celle qui est inféodée aquatique. La prévention des inondations, mais qui peut être une double entrée pour nous, justement, pour pouvoir remobiliser des sédiments, on le verra par la suite. La sensibilisation, donc, comme ça a été abordé tout à l'heure, effectivement, la sensibilisation sur l'environnement en général, mais au travers de laquelle on en profite pour sensibiliser sur les espèces endémiques et protégées, telles que l'apron. Donc, ça peut se faire d'une part par de la communication auprès des publics scolaires et d'autre part de la communication sur les sites touristiques comme les plages auprès des vacanciers à l'aide de notre animatrice Natura 2000 ainsi que des saisonniers qui nous viennent en appui sur ces missions-là. Et enfin, on travaille aussi sur le partage des économies d'eau et le suivi de la qualité de l'eau. Tous ces éléments qui permettent d'avoir un milieu favorable à la biodiversité et en particulier pour l'apprend sujet de ce séminaire.
Donc, quelles actions on mène à l'EPTB dans les grandes lignes sur l'APRON? En particulier, on l'a vu tout à l'heure, les barrages, les seuils sont des causes de disparition de l'APRON pour partie. Et donc, on va lutter contre le décloisement des populations, notamment en réalisant des dispositifs de franchissement piscicole, c'est-à-dire des passes à poissons, des échelles à poissons. Voilà, ça a plusieurs noms, mais bon, ça a tous dans le même sens, et permettre aux poissons de franchir donc les barrages et circuler librement de l'aval vers l'amont en particulier, parce que de l'amont vers l'aval, ils savent faire en passant par-dessus. Donc, je vais vous présenter juste par la suite une petite vidéo qui a été réalisée il y a quelque temps, au moment où on a réalisé 3 passes à poissons sur l'Ardèche, dans la diapositive suivante. Et autrement, on en travaille aussi sur la reconquête d'habitats favorables, et vous le verrez par la suite, des opérations de restauration hydromorphologique. L'idée, c'est de retrouver un habitat favorable au cycle de vie, habitat qui a potentiellement disparu du fait de l'activité anthropique. Donc là, je vais lancer une vidéo. J'espère que ça va marcher. On va voir ça de suite. Et on se revoit dans 5 minutes, normalement, si tout se passe bien. Si vous pouvez me mettre sur le chat si ça marche. L'Ardèche et ses affluents, plus de 200 km et autant de richesses et de beauté que nous nous devons de préserver. L'intérêt ici de ce territoire des gorges de l'Ardèche, c'est qu'on est en zone rurale et aussi la qualité du milieu aquatique et la qualité du milieu naturel, elle est garant de l'activité économique et touristique. Tous les gens viennent ici parce qu'en fait l'endroit est exceptionnel. Et c'est au pouvoir public, donc à nous, de mettre des financements pour garantir la qualité de l'eau et des milieux naturels. Dans le cadre du contrat de rivière, des actions sont menées pour améliorer la qualité des eaux à travers l'aménagement de stations d'épuration, la réduction des pollutions, mais aussi par le biais de la création de passes à poissons pour restaurer la libre circulation, notamment de la lauze et de l'apron, espèces endémiques du Rhône, aujourd'hui menacées. Le syndicat Ardèche Clair passe donc à l'action en entamant, dans le cadre du contrat de rivière et de Natura 2000, mais aussi du programme européen Life Apron et du plan migrateur Rhône-Méditerranée, la création de 3 passes à poissons dans les secteurs de Salavas, Gosse et Lanas. Un chantier de construction de passes à poissons se décompose en plusieurs phases. On a d'une part la création du bâtard d'eau. Ça va en fait permettre de mettre hors d'eau la zone de chantier. Puis on prépare le terrain qui va recevoir la passe. On crée des fondations. Ensuite, on monte des voiles, c'est-à-dire les murs de la passe. Donc il y a la peau intérieure, la peau extérieure. Il y a la nappe de ferraille à l'intérieur. Et on vient mettre le béton à l'intérieur des deux faces. Et ensuite, on y ajoute les éléments entre chaque bassin. On met aussi en place les rugosités de fond qui vont créer les zones de repos pour les poissons. Et enfin, on termine par la partie pose de caillebotis qui assure la sécurité sur la passe, pose des grilles d'entrée qui évitent également qu'un individu ou que des embâcles viennent se mettre dans la passe. Et enfin, on dépose le bâtard d'eau, donc on enlève les matériaux qui ont été mis et on met en eau l'ouvrage. La conception et la construction de tels ouvrages sont le résultat d'un important travail technique avec les partenaires que sont l'ONEMA, le CREN, l'association MRM ou encore la Fédération de pêche. Le chantier mené à son terme, un spécialiste de ce type d'aménagement contrôle et vérifie que le cahier des charges a été respecté afin de garantir l'efficacité des ouvrages. On va regarder les dimensions générales, la profondeur de l'ouvrage, la largeur, la pente, les caractéristiques des cloisons, l'espacement qu'il peut y avoir entre les cloisons pour assurer le passage des écoulements et donc le passage des poissons. Des passes essentielles qui permettent surtout aux poissons de remonter le cours de la rivière alors que barrages et seuls leur utilité aujourd'hui les empêchent de le faire. On va créer un escalier
avec toute une série de bassins qui communiquent entre eux, formant une série de marches qui vont permettre aux poissons de remonter progressivement cette chute et passer l'obstacle. Il faut également relever le défi de faire passer le maximum d'espèces piscicoles avec, pour maître étalon, l'apron, réputé pour sa mauvaise aptitude à la nage. Il faut essayer d'amener le poisson à prendre le bon chemin et à franchir une passe à poisson qui pour un poisson n'est pas forcément très attractif parce que ça reste quand même très artificiel. Et donc on essayait de recréer des conditions hydrauliques favorables et d'avoir ce qu'on appelle un débit d'attrait. Le positionnement aussi de la passe à poisson est très important. Quand on a un ouvrage en travers, il faut essayer de se tenir sur le point le plus haut. Parce que si on met l'ouvrage de franchissement sur la berge la plus en aval, on ratera tous les poissons qui feront la remontée sur la berge opposée. Anguilles, aloses et aprons pourront ainsi circuler tout à leur aise et surtout se reproduire sur un plus vaste territoire, ce qui confortera leur présence dans la rivière Ardèche. 6 autres ouvrages seront réalisés d'ici 2014, ouvrages qui décloisonneront l'Ardèche et ses affluents de la Méditerranée à Aubenas. Avec un budget de près de 33 millions d'euros et un programme de 100 actions distinctes, le contrat de Rivière Ardèche et affluent d'amont fait travailler ensemble 26 maîtres d'ouvrage locaux autour d'un projet commun, l'amélioration des milieux aquatiques. Ici, la baignade, le canoë-kayak, la pêche sont des activités en fait qui permettent aux gens de venir. Donc la qualité de l'eau est fondamentale. On a fait du décloisonnement pour qu'en fait la chaîne alimentaire fonctionne bien et qu'à la limite on ait de façon pérenne un milieu naturel concret et positif. Donc je vais reprendre la main sur le PowerPoint. Voilà, donc avant de passer, de vous décrire ce qu'il y a sur la diapo que vous avez sous les yeux, juste quelques éléments. Donc, il faut avoir à l'idée que la réalisation d'une passe à poisson, entre le moment où on y pense justement et le moment où les travaux ont lieu, il peut prendre facilement 5 ou 6 ans, donc qui mobilise à la fois d'énormes moyens financiers et en temps agent dans nos syndicats. C'est à peu près les échéances là, sur lesquelles il faut envisager la construction d'une passe à poisson. À titre d'exemple et en termes de chiffres, là, pour les 3 passes à poisson dont il était question, il y a pour plus d'1 million d'euros de travaux et d'études. Donc, vous voyez que c'est éminemment coûteux, mais bon, l'enjeu en vaut la chandelle, c'est pour pouvoir faire remonter les poissons, et en particulier les aprons, parce qu'on a vu que c'était donc l'apron, une espèce parapluie. Un aménagement pour l'apron va bénéficier aussi à d'autres espèces et les passes à poissons en sont le témoignage. Maintenant, donc là, c'était 3 passes à poissons sur l'axe Ardèche. Ici, vous avez la dernière année de nos passes à poissons. C'est des travaux qui datent de 2021, qui viennent juste de se terminer. Là, on n'est plus sur une passe béton, mais sur quelque chose qui est un peu plus naturel, un bras de contournement sur le seuil de Ganivet, sur le Chassezac. Donc, rivière de contournement qui vient juste d'être créée pour un coût de travaux de 190 000 euros hors études. Donc, on peut vite arriver à des sommes conséquentes aussi. Et là, c'est une étude qui date de 2014 pour une sortie en 2021 de l'ouvrage. Donc, ça demande un investissement conséquent. Donc, malgré tout, porté par les collectivités et qu'il a lieu de mettre en avant là, dans le cadre de la présentation. Donc, vous l'avez vu aussi dans la passe à poisson, on rajoute de la rugosité. Pourquoi? Parce que la rugosité, on l'a vu dans les différents exposés qui sont passés. L'apron a besoin de galets, de pierres fines, de pierres grossières pour exister. Et l'idée, c'est que même dans les passes à poisson, il lui faut de la rugosité pour pouvoir avancer de proche en proche. Et c'est ce qu'on va essayer de réaliser dans des dispositifs qui ne sont pas naturels, mais c'est aussi ce qu'on va essayer de retrouver dans la rivière dès lors que les habitats ne sont plus adéquats. Donc, ce que j'ai mis sur la diapo que vous avez sous les yeux, c'est effectivement des zones de dalles, de roches-mères à l'affleurement.
Donc, ce qui est visible à l'extérieur de la partie en eau, c'est la même chose qu'on va retrouver aussi dans le cours d'eau. Donc, une zone un peu désertique, sans cailloux, sans galets, sans substrat favorable. Donc, il n'est ni favorable à la proie, ni aux autres poissons par ailleurs. C'est juste des zones de passage, mais ce n'est pas des zones de vie ou des habitats préférentiels où la proie va pouvoir se nourrir, se reposer et se reproduire. L'idéal, donc, sur ces zones-là, c'est de pouvoir réinjecter du matériau en partie absent du fait des extractions humaines passées, du fait de la rétention d'un certain volume sédimentaire à l'aval des ouvrages. Bon, les grands barrages, on n'en parle pas. Effectivement, il y a des grosses difficultés de déficit sédimentaire à l'aval. Les seuils en rivière de 1 ou 2 mètres, il a fallu un certain temps pour les combler à l'origine. Donc, c'est aussi tout ce volume de sédiments qui n'a pas été disponible un temps par la rivière et s'en est suivi des désagréments et donc de la roche-mère qui a pu se retrouver à l'affleurement aussi. Donc, l'idée, c'est que dans les opérations qu'on mène au sein de l'EPTB Ardèche, c'est de pouvoir améliorer la fonctionnalité des milieux aquatiques en favorisant d'une part le transport solide, donc donner à la rivière la possibilité d'éroder les berges ou de transporter des galets. Donc, ça peut aller du laisser faire la rivière sur certains tronçons de cours d'eau où elle va venir chercher dans les extra d'eau de méandres, elle va venir taper dans les terrains et elle va venir se recharger en galets, ou alors favoriser la reprise des sédiments déposés par les crues sur des zones où ils auraient pu être végétalisés et du coup figés dans le temps et difficilement reprenables par la rivière, même en crue, vu que la rivière en crue a moins de capacité qu'elle avait originellement aussi du fait de l'ensemble des prélèvements et des barrages qui minimisent ces capacités d'érosion en crue. Donc là, vous avez 2 photos, une avant intervention sur un banc de galets, donc on voit bien qu'il est végétalisé. Et après intervention plus crue à droite, on voit bien qu'il y a une partie du banc de galets qui a pu être repris du coup par la rivière en crue. Et ça participe à la recharge de matériaux, des roches-mères à proximité et même des bancs de galets déjà formés au sein du lit mouillé en aval. Et enfin, améliorer la fonctionnalité des milieux aquatiques, donc participer à la dynamique alluviale. On a vu que les cours d'eau ont été contraints par le passé, qui sont maintenant moins mobiles. Donc, ça, c'était une illustration que Jordi vous a montré tout à l'heure. Donc, des habitats moins favorables, voire qui ont disparu par endroits. Et l'idée, c'est de pouvoir les recréer en aidant la rivière à retrouver une dynamique favorable au moins par endroit, parce qu'il sera très difficile de la rendre fonctionnelle à tous les niveaux au niveau qu'elle connaissait historiquement, sachant qu'il y a des enjeux humains qui sont créés, il y a des contraintes humaines qui sont apparues sur les cours d'eau. Donc l'idée, c'est vraiment maintenant de pouvoir identifier des zones favorables de réinjection. À l'EPTB Ardèche, on mène actuellement des études pour plus de 300 000 € pour arriver à définir les sites pertinents où on peut apporter une plus-value environnementale, recréer des habitats favorables. Donc, réaliser des inventaires naturalistes pour être sûr qu'on ne va pas impacter le milieu des milieux riches tout en voulant bien faire pour l'espèce sapron. Définir des scénarios de restauration du milieu, donc quelle quantité de sédiments réinjectés, où c'est qu'on les prend, à proximité forcément, mais de quelle façon et sur quelle superficie d'habitat on veut recréer. Voilà, ce sont autant de questions qu'on peut se poser dans le cadre de ces études, et afin d'aboutir à des projets ambitieux, appropriés et validés par tous aussi, en vue de restaurer un habitat favorable à la proie, mais qui bien sûr sera favorable à l'ensemble des autres espèces aquatiques. Donc, on espère bien sortir nos premiers travaux à ce titre en 2022. C'est pour ça que vous n'avez pas d'illustration de ces travaux pour l'instant, mais j'espère que dans un prochain séminaire, on aura l'occasion de vous les présenter. Je vous remercie pour votre attention et reste à votre disposition pour répondre aux questions. Alors, merci beaucoup, Hervé. Pour l'instant, il n'y a pas de questions, donc n'hésitez pas à les poser dans la discussion. Il y avait une question au tout début du webinaire sur lequel tu as déjà répondu dans ta présentation, mais que je repose. C'était par rapport à la continuité écologique et notamment sédimentaire. En fait, la question, c'était est-ce que les seuils, c'est vraiment un obstacle
parce que les barrages, ça paraît assez évident, mais les seuils, on imagine très bien que les sédiments peuvent finir par passer au-dessus. Je vais reprendre la question exactement. Oui, je m'en souviens, oui. Donc, il était question de la capture des sédiments par les seuils et leur impact potentiel à l'heure actuelle. Alors, si ma mémoire est bonne, c'est bien ça. Donc, j'y ai répondu effectivement dans le cadre de la présentation, à savoir que pendant le temps qu'ils se remplissent, effectivement, ils piègent un certain volume de sédiments en fonction de la hauteur de chute, qui peut être de 1 mètre, 2 mètres, voire plus. Il y a un certain volume de sédiments qui se stocke et qui, du coup, n'est plus mobilisable pour la rivière sur le long terme. C'est comme si on crée un gros trou, le temps qu'on le comble, voilà, donc on a tout ce volume-là qui est stocké. Et dès lors que le seuil est comblé, on va dire, tous les sédiments qui arrivent en amont de ce plan d'eau, effectivement, sont susceptibles de passer sur des gros coups d'eau. Mais pour autant, il y a quand même eu un déficit qui se cumule avec le cumul des ouvrages aussi. Donc, ça joue en défaveur des habitats dans le cadre d'un milieu naturel. Et à cela s'ajoute en plus dans nos cours d'eau ardéchois des grands barrages qui viennent vraiment capturer l'essentiel du transport des sédiments en amont et qui ont des difficultés à le réinjecter à l'aval. Donc, tous ces facteurs cumulés, plus les extractions passées, ont, on va dire, capté un certain nombre de dizaines d'années, voire de siècles de transport solide sur la rivière, qu'il sera aujourd'hui pour lequel il sera difficile de revenir en arrière. Et c'est pour ça que des opérations qui sont malgré tout des opérations ponctuelles peuvent, on va dire, faciliter la reprise des sédiments et recréer des milieux naturels propices, même si on sait que dans le temps, ça aura une limite, c'est celle du transport des sédiments, parce que tout ce qu'on va réinjecter à un endroit sera forcément dans le temps, à une échelle de temps qui nous dépasse, repris pour aller alimenter l'aval. Donc voilà, je ne sais pas si ça correspond à la réponse qui était attendue. Oui, je pense. Je pense. Après, sinon, j'invite la personne qui a posé la question de repréciser. Alors, il y a d'autres questions. Est-ce qu'un ouvrage de restauration de la continuité pour les cyprinidés d'eau vive est aussi valable pour l'apron? Et sinon, quelles sont les adaptations à envisager dans le dimensionnement? Alors, concernant l'apron, il faut imaginer que c'est une espèce, c'est ce qui était dit dans la vidéo, qui n'est pas très bonne nageuse. Il faut imaginer, alors, si on fait un rapprochement, une espèce avec un déambulateur, grosso modo, voilà, qui va avancer pas à pas et de proche en proche entre les galets, les pierres fines et les pierres grossières, et qui du coup aura une très faible capacité de nage de l'ordre de la vitesse de sprint de l'apron, c'est comme tous les cyprinidés d'eau vive ou les petites espèces, de 1,5 mètres seconde, ce qui est relativement faible. En plus de ça, elle ne sait pas sauter comme la truite ou d'autres espèces. Donc, ce qui fait que dès lors qu'on va créer une passe pour l'apron, elle sera, on va dire, empruntant par l'ensemble de toutes les espèces présentes dans le cours d'eau. A contrario, si on crée une passe pour des cyprinidés d'eau vive, certains savent sauter. Donc, si on crée des chutes entre les bassins où le poisson est obligé de sauter, certains cyprinidés d'eau vive le peuvent. L'apron pourra être bloqué, quant à lui, sur ce genre de dispositif. Donc, c'est plutôt le raisonnement inverse qu'il faut avoir. C'est si on crée une passe pour l'apron, elle sera franchissable par l'ensemble des autres espèces. Ensuite, il y a une question. Faut pas hésiter à me dire si je l'interprète mal. C'est est-ce que la rivière de contournement qui a été fait à Ganivet, est-ce qu'on peut espérer qu'elle permette le franchissement sédimentaire, la continuité sédimentaire? Alors, il faut imaginer qu'un dispositif de franchissement rapporté, donc l'entrée d'un dispositif de franchissement qui est de quelques mètres, rapporté à la largeur d'un cours d'eau à un endroit donné. Donc, sur Ganivet, il doit y avoir à peu près 150 mètres de largeur, me semble-t-il, de cours d'eau. Et on a une entrée hydraulique qui doit faire 1,50 m. Donc, le transit sédimentaire, oui, il peut y en avoir une petite partie qui va passer par la rivière de contournement, mais ça sera loin de favoriser l'ensemble du transit sédimentaire sur la zone. Ça sera mieux que ce que c'était sans le dispositif de franchissement, mais ce n'est pas, on va dire, un dispositif le plus adéquat pour faire passer l'ensemble des sédiments. Grosso modo, sur un seuil, pour faire passer le transit sédimentaire
quasi naturel, il faudrait avoir une vanne de dégravement de l'ordre de 2/3 de la largeur du cours d'eau, pour faire simple, si on veut vraiment que ça marche. Donc voilà, on est sur des rapports de taille largement différents. Je ne sais pas si ça répond complètement à votre question. Je ne sais pas qui l'a posé. La personne précisera. Du coup, est-ce que c'est techniquement faisable, une vanne de dégravement de 2/3 d'un ouvrage? Grosso modo, la seule réponse au transit sédimentaire, c'est l'effacement des seuils ou l'arasement partiel qui permet de rétablir une pente d'équilibre d'origine et qui permet de laisser passer les sédiments, l'ensemble des sédiments. Maintenant, dès lors qu'on est dans des solutions, on va dire, de consensus, de conciliation d'usage, effectivement, on sera sur des solutions qui vont pouvoir là, pour le franchissement piscicole, par exemple, mais qui ne vont pas générer une plus-value maximale pour le transit sédimentaire. Ah, et quels ont été les freins pour l'effacement du seuil de Ganivet? Donc, du coup, le seuil de Ganivet n'a pas été effacé. Mais bon, là, c'est parce qu'il y a aussi, dès lors qu'on traite des seuils, il y a de nombreux usages qui sont à considérer. Le seuil de Ganivet, il y avait une contrainte par rapport au château de Chambonas qui se situe à proximité, une contrainte visuelle, une contrainte paysagère, donc avec un site classé, inscrit, etc. Des usages qui se sont développés aussi sur le plan d'eau. Un historique, on va dire, des acteurs locaux sur ce site-là. Et il n'était pas entendable par la population locale et pour des contraintes aussi que je viens de citer, de pouvoir l'effacer comme on l'aurait effacé si ça avait été dans un autre contexte. Du coup, la méthode qui a été trouvée à la fois pour le paysage et pour concilier les enjeux, c'était une rivière de contournement parce que d'une part, on avait la place et que ça s'est intégré davantage qu'une passe en bassin béton, on va dire, comme vous avez pu voir sur la rivière Ardèche. Ok, ben merci. Je pense que j'ai fait le tour des questions. Bon, là, il y a une dernière question qui vient d'arriver, mais ce que je vous propose, c'est de passer à la dernière présentation sur les actions de sensibilisation et de revenir après aux questions à la fin du webinaire. Du coup, Sandra, je te laisse la parole. Oui, merci. Du coup, je vais arrêter le partage d'écran de Hervé et mettre le mien si ça marche ou pas. Est-ce que vous voyez la diapo? Oui. Bon, après, rapidement, du coup, de toute manière, c'était juste pour faire un petit point sur ce qui a été fait en termes de sensibilisation, parce que, comme l'a dit, vous avez été plusieurs à le dire, c'est vrai que la sensibilisation, ça fait partie des gros enjeux pour que le public adhère et connaisse un petit peu mieux l'espèce et du coup ait envie aussi de participer à sa protection. Alors, ce n'est pas du tout évident quand il s'agit d'un poisson qui est peu connu, qui n'est pas très présent et qu'on peut voir que la nuit. Donc ça, c'est aussi un facteur qui est assez limitant sur ce type d'espèce, parce que c'est un poisson qui n'est pas pêché. Donc, il y a plein de facteurs qui font que pour faire de la sensibilisation, il faut aussi se donner des moyens. Et dans le cadre du plan d'action, il y a eu plusieurs actions qui ont été réalisées. Notamment, il y a un site internet qui est très bien fait, que je vous invite aussi à aller consulter. Donc, on le mettra après sur le site internet, tous les liens ils sont aussi présentés. Et sur le site, il y a les différents supports qui sont possibles de trouver. Alors, il y a une vingtaine de structures sur toute la région, sur les 3 régions, qui font des actions de sensibilisation. Nous, par exemple, la Frappe d'Ardèche, on a une malle pédagogique avec des dépliants, et puis on peut intervenir et présenter un petit peu l'espèce selon les cas quand il y a des demandes particulières. Il y a la Fédération de pêche aussi, je crois, qui le fait. Enfin, voilà, il y a plusieurs structures qui peuvent être là pour aider à la présentation. Et il y a des expositions et des panneaux qui permettent aussi de présenter l'écologie de l'espèce.
Et il y a eu plusieurs campagnes en fait, avec des conférences, avec des sorties. Et il y a un film aussi qui a été réalisé qui dure une vingtaine de minutes et qui présente l'écologie du poisson. Et au-delà de ça, à chaque fois, on parle aussi systématiquement de l'écosystème de la rivière et on fait aussi appel à tout ce qui est de la connaissance un peu du milieu et puis du milieu de vie de l'espèce et des enjeux de sa protection. Après, ce qui est un peu complexe, c'est que justement, sur des périodes saisonnières comme l'été, il y a des éco-gardes qui vont sur les plages et qui font de la sensibilisation, qui distribuent des dépliants, qui rappellent aux gens aussi sur la question des barrages en galets et juste d'informer sur les impacts que ça peut avoir sur l'espèce et sur le milieu. Et par contre, au fil de l'année, nous, il y a quelques programmes aussi qui permettent de faire de la sensibilisation auprès des habitants, des riverains, et qui mériteraient peut-être d'être un peu accentués sur certaines parties parce que ça fait partie aussi des sujets qui peuvent être sensibles, notamment quand on parle de la continuité écologique des cours d'eau. Et pour citer un exemple, il y a le PTB justement qui fait un programme qui s'appelle Biodiversité et qui est à destination des scolaires et qui permet de faire des interventions avec des animateurs nature à la découverte des milieux aquatiques. Et dans ces projets-là, on peut aussi parler en particulier du poisson. Donc là, cette année, il y a 16 classes qui participent à un projet. Il y en a 2 qui vont travailler spécifiquement sur les poissons. Et donc, il y en a 2 qui vont vraiment suivre des interventions qui seront plus en lien sur cette espèce. Mais ça demande aussi de mobiliser des moyens et des connaissances parce que tous les animateurs nature ne se sentent pas non plus en mesure de présenter une espèce qui n'est pas très, très bien connue. Et puis voilà, du coup, là, sur ce type de soirée, on peut apprendre plein de choses sur l'apron et se sentir peut-être un peu plus aussi en mesure de sensibiliser derrière, quoi. Et voilà, après, je le mettrai aussi sur le site internet. En 2016, on avait fait une émission de radio avec Marianne Georget qui présentait l'apron et qui dure une douzaine de minutes et ça permet vraiment de faire aussi le tour de l'espèce et de ses caractéristiques. Plus récemment, en octobre, il y a eu un petit reportage sur France 3 Franche-Comté, je crois, et un article dans la revue La Salamandre que je mettrai aussi en ligne. Voilà, donc après, c'est sur les questions de sensibilisation. Au plus on est nombreux et au plus on relaie l'information sur la connaissance de cette espèce, au mieux on a des chances aussi de faire valider les différentes actions qui sont menées pour sa protection et servir, comme on le disait aussi, à toutes les espèces sur le territoire où l'espèce est présente, quoi. Voilà, rapidement, j'ai fait le tour et je laisse la place à la discussion. Merci Sandra. Du coup, il y a une personne qui demande confirmation par rapport au site internet. Oui, j'allais juste, si tu permets, rajouter un petit quelque chose. C'est effectivement qu'on a le site de l'apron, c'est bien celui-là, c'est bien le nom du domaine. Mais normalement, à partir de mi-février, début mars, avec le même nom de domaine, vous aurez un site rénové, un nouveau site qui est en cours de construction. Voilà. Et pour l'année à venir, normalement, il y aura aussi d'autres, mais tout sera relié sur le site internet. Il y aura d'autres médias, d'autres outils de communication qui seront mis en ligne, avec notamment des vidéos prévues pour cette année, fait en 2022, une vidéo normalement en partenariat avec une influenceuse YouTube et des clips de sensibilisation qui devraient apparaître aussi dans le courant de l'année. Par rapport à la sensibilisation, est-ce qu'il y a des comportements à éviter ou à favoriser, au contraire, pour éviter d'impacter l'espèce? Parce que tu mentionnais par exemple les barrages en galets. Oui, d'accord, ok. Mais écoute, j'y vais, oui, effectivement, sur l'aspect individuel. Outre les conseils de base qu'on peut donner qui sont de ne pas polluer et de faire attention à ce qu'on fait au bord de l'eau ou ce qu'on met dedans. Effectivement, quand on va se baigner,
on faut mieux éviter d'édifier ces petits barrages ou alors vraiment les enlever une fois qu'on est passé. Et autant que possible, on l'a vu tout du long, hein, ces zones courantes et peu profondes sont des milieux qui sont très importants pour l'aplomb. Donc, c'est aussi des milieux sur lesquels il faut un peu le partager avec lui et essayer de ne pas le piétiner, quoi. Oui, donc la randonnée aquatique, par exemple, à éviter. Voilà, puis le respect quand il y a des règles qui existent aussi sur place, je pense à des arrêtés préfectorales de protection de biotope, comme sur le Verdon, par exemple, avec des zones où on n'a pas le droit d'aller dans l'eau, on est obligé de sortir, respecter ce qui est mis en place pour la protection de l'apron, mais aussi le non-dérangement de bien d'autres espèces. Oui, parce qu'effectivement, nous, c'est ce qu'on voulait mettre en avant. Et du coup, c'est vraiment toutes les opérations de protection et tout ce qu'on peut faire pour favoriser l'apron et pour sa conservation et son expansion, c'est des actions qui vont être favorables au bon fonctionnement des milieux aquatiques et des espèces aquatiques en général. Il y a une question sur l'impact des microplastiques. Est-ce que l'apron est sensible à ce type de pollution? Alors, peut-être que certains auront une réponse, je ne me prononcerai pas. J'en ai pas d'idée, je préfère pas répondre. C'est une étude à ajouter pour les prochains PNA. Après, c'est une remarque, c'est son régime alimentaire et peut-être aussi un facteur important par rapport à son déclin et par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. Et si le milieu est pauvre en diversité d'espèces, cela peut jouer, peut-être. Oui, bien sûr. Après, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il est vraiment. Il y a une grande période de l'année où il est vraiment spécialisé sur certaines espèces. Il va vraiment les sélectionner. Même si d'autres espèces sont très abondantes à côté, il ira vraiment choisir ce qu'il veut. Et oui, on rejoint aussi la question de l'habitat, c'est-à-dire qu'il fait ce choix d'espèces. De toute façon, il se nourrit sur les radiers, sur des zones, on l'a vu, hein, pierres grossières, galets, blocs. Et c'est ces habitats qui sont à conserver, en tout cas, pour qu'ils puissent se nourrir. Bon, merci. Et du coup, une dernière question, puis on en terminera là. Est-ce qu'il y a des réintroductions qui sont envisagées, comme dans le LIFE 2? Dans le PNA 1, pardon, qui se termine en 2016, a été initiée une stratégie de réintroduction sur la rivière Drôme. Donc, il y a des alevins qui ont été réintroduits jusqu'en 2018, issus d'abord de géniteurs qui venaient de la Beaume, puis ensuite de la Durance. Le choix de la Durance s'est fait parce que c'est la population qui a la plus grande diversité génétique, donc a priori le plus grand pouvoir d'adaptation, la plus grande capacité d'adaptation. Est-ce qu'il y aura des réintroductions dans le futur? Peut-être. On va commencer par évaluer ce qui s'est passé sur la Drôme et on va essayer de comprendre. On ne peut pas réintroduire si on n'a pas une idée de est-ce que le milieu est capable de l'accepter, est-ce que le milieu est viable pour l'espèce. Donc on va réfléchir aux possibles facteurs limitants et à mettre en place des critères d'éligibilité pour choisir et tester de potentiels sites de réintroduction. Mais en tout cas, on y pense. Oui. Ok, merci beaucoup à tous. Et du coup, voilà, merci pour les présentations aux présentateurs et puis pour tout le monde pour la participation et les échanges. Et du coup, je vous souhaite un bon appétit et une bonne soirée. Et merci pour l'organisation. Oui, merci. Merci beaucoup à tous. Merci, bonne soirée.